Le football a le don particulier de révéler chaque année des jeunes joueurs et 2024 n'a pas dérogé à la règle. Marc Casado et Pau Cubarsí au FC Barcelone, Kobe Mainoo à Manchester United ou encore Kenan Yildiz à Juventus, on a été gâtés, on a été servi par plein de joueurs frissons, de cracks comme on dit, et j'espère que 2025 sera aussi une bonne cuvée. J'avais envie de partager avec vous mes 10 jeunes joueurs, voilà ceux que j'ai envie de suivre un peu plus cette année. On va un peu voyager en Europe, un petit peu partout, pour voir quels sont ces talents, ces nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à nous. Et on commence de suite avec le premier, direction le Portugal. Un visage juvénile, une chevelure épaisse, un poste un petit peu de 10, 9,5 et bien sûr un passeport portugais. Il n'en fallait pas plus pour que Rodrigo Moura soit comparé à João Félix. Alors on va souhaiter aux jeunes joueurs du FC Porto une carrière avec peut-être de meilleurs choix que João Félix qui a failli par nous décevoir. Évidemment, la carrière, le parcours de Félix n'est pas terminé, mais c'est vrai qu'il s'enlise du côté de Chelsea où il est remplaçant après avoir été un petit peu dans l'ombre à Atlético, au FC Barcelone. Quoi qu'il arrive, Rodrigo Moura reste le joueur un petit peu attendu par les suiveurs du football portugais. Pour l'avenir, c'est décrit comme un gros talent. Comme on dit, une pépite générationnelle. Alors qu'est-ce que ça vaut Rodrigo Moura? C'est un joueur qui a déjà une belle petite expérience en professionnel. Il a notamment 3 titularisations pour 9 apparitions en tout dans le championnat portugais. 3 buts inscrits, 3 passes décisives. C'est quand même un joli bilan pour démarrer. C'est un 2007, même génération que Lamine Yamal. Et forcément, en Portugal, on parle énormément de lui. On en attend beaucoup du côté du FC Porto. C'est un joueur qui joue là-bas depuis 2016, qui a passé toutes les catégories de jeunes là-bas. À seulement 15 ans, 8 mois et 10 jours, il dispute ses premières minutes dans professionnel en 2023 avec l'équipe B de Porto. Il devient ainsi le plus jeune joueur professionnel de l'histoire du football portugais. Il y a toujours une histoire de précocité avec ce type de talent et il compte également 35 convocations avec les jeunes du Portugal. Il a déjà inscrit 13 buts. C'est donc un habitué à la fois des surclassements mais aussi des statistiques. Un joueur qui a toujours compté, marqué dans ses équipes, qu'elles soient en club ou en sélection. Ce qui veut dire que Rodrigo Moura est un joueur qui a déjà beaucoup de responsabilités. Le profil du joueur, on parle plutôt d'un milieu offensif. C'est là qu'il dispute la plupart de ses matchs cette saison avec Porto. C'est quelqu'un qui a une qualité technique hors norme. Bien sûr qu'on remarque très vite les contrôles, le toucher de balle. Vraiment, je vous invite à aller voir quelques matchs de Porto, des compilations comme on dit, parce que Rodrigo Moura, on sent ce fameux petit truc en plus. C'est un joueur qui a un petit gabarit. C'est donc quelqu'un qui aime beaucoup recevoir le ballon dans des zones périlleuses et réussir à trouver des différences, des bonnes zones de passe. C'est quelqu'un qui a vraiment une qualité au niveau de la transmission qui est au-dessus de la moyenne. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un joueur qui n'hésite pas à tirer, à tenter sa chance, qui a plutôt une bonne qualité de frappe aussi. C'est quelque chose qu'on ne note pas forcément parce qu'évidemment, quand on parle de numéro 10, on va plutôt fantasmer ou mettre en avant des qualités plutôt de passeur, de maestro. Mais je trouve que dans les 30 derniers mètres, quand il faut faire trembler les filets, Rodrigo Moura peut aussi répondre présent. Même si Porto ne l'a fait éclore que récemment, on parle déjà évidemment beaucoup d'un futur transfert. Luis Campos qui s'intéressera à lui du côté du PSG. Il y a beaucoup de gros Européens qui sont sur lui. Il est évalué aujourd'hui, tenez-vous bien, à seulement 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Je pense qu'il y aura une mise à jour assez vite. Le club a déjà blindé son joueur prodige. La clause libératoire, vous savez, c'est de coutume au Portugal, était fixée à 45 millions d'euros. Elle est passée à 80 millions d'euros, mais personne ne doute que Rodrigo Moura risque d'être peut-être le record, la plus belle vente de l'histoire du FC Porto. Pour le deuxième joueur que j'ai envie de suivre attentivement en 2025, on reste au Portugal. Voilà, c'est un pays qui réussit toujours à sortir beaucoup de gros talents, de joueurs vraiment frissons, que ce soit Benfica, Porto, Sporting, même Braga. Il y a vraiment des formateurs, des éducateurs qui bossent très bien, je tenais à le souligner. Et j'ai donc envie de vous parler de Giovanni Kenda, ce milieu de terrain ailier du Sporting, qui a un profil très intéressant. On parle d'un joueur qui est formé plutôt ailier droit, connu pour sa vitesse de débordement, de percussion, et qui, dans le 3-4-3 d'Amorim, a été replacé dans un rôle plutôt de piston, donc avec des responsabilités défensives, et c'est quelqu'un, je trouve, qui s'est parfaitement adapté à cette fonction. C'est un joueur qui m'a beaucoup plu sur ses apparitions en Ligue des Champions, en championnat. Comme Rodrigo Moura, c'est quelqu'un qui a une réputation assez tôt dans le milieu des jeunes joueurs au Portugal. Il est arrivé à l'âge de 12 ans en provenance du Benfica vers le Sporting, dans un transfert rival, mais ça l'a pas empêché de performer, d'être vraiment un élément clé des équipes de jeunes, même avec les sélections portugaises. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui en bien. On s'attendait à ce qu'il soit lancé en pro. Ruben Amorim a pris son temps, et c'est donc lors de cette fameuse saison 2024-2025 qu'il va commencer un petit peu plus à faire confiance à Giovanni Kenda, qui n'a pas lâché son rôle de titulaire depuis, qui a enchaîné beaucoup de matchs en réalisant des performances très intéressantes. Toutes compétitions confondues, Giovanni Kenda a inscrit 2 buts et délivré
livré 6 passes décisives. C'est un joli bilan, je trouve, pour démarrer. Fallait pas s'attendre non plus à ce qu'il casse la baraque et qu'il marque une centaine de buts, parce que vous savez qu'entre le monde des jeunes et le monde professionnel, il y a quand même souvent une grosse classe d'écart. Il y a certains joueurs d'ailleurs qui s'arrêtent parce qu'ils peuvent pas supporter ce changement vers l'élite. Mais quoi qu'il arrive, Giovanni Kenda m'a beaucoup plu. Il n'en fallait pas plus, évidemment, pour qu'on en parle vers Manchester United, un possible transfert, surtout que Ruben Amorim a apporté son 3-4-3 à Old Trafford. Pour l'instant, il n'y a rien eu, mais une chose est sûre, Giovanni Kenda sera très courtisé parce qu'encore une fois, ce profil hybride et d'ailier piston, je pense qu'il pourrait plaire à énormément d'équipes. Ce côté précoce, il s'illustre très bien avec la sélection portugaise chez les A. Giovanni Kenda avait une très très belle réputation, encore une fois, dans l'équipe de jeunes, et après seulement 5 matchs en professionnel avec le Sporting, Roberto Martinez l'a convoqué avec le Portugal, où il a retrouvé Cristiano Ronaldo, qui a avoué d'ailleurs que ce jeune joueur était assez impressionné d'être à ses côtés. Il n'a malheureusement pas joué de match. C'est dire à quel point on mise énormément sur lui pour l'avenir, et pourquoi pas le voir à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. On quitte le Portugal pour l'Écosse, très beau pays au passage si jamais vous avez l'occasion d'y aller. Moi j'avais adoré par exemple mon séjour à Édimbourg, mais je ne suis pas là pour parler d'un joueur de la capitale écossaise, mais plutôt des Glasgow Rangers avec Hamza Higaman, cet attaquant marocain de 22 ans qui a fait beaucoup parler de lui récemment parce qu'il a vraiment eu une trajectoire assez saisissante. C'est quelqu'un qui a été formé au Phare de Rabat au Maroc, qui a joué une cinquantaine de matchs avec son club formateur, qui a remporté des titres et qui a donc eu un transfert cet été pour un peu plus de 2 millions d'euros direction l'Écosse. L'adaptation est plutôt difficile, forcément tu passes du Maroc à l'Écosse, donc vous imaginez le climat, tout ça c'est pas évident, mais après quelques entrées en jeu convaincantes, Hamza Higaman réussit à convaincre Philippe Clement de le lancer, d'être vraiment un titulaire, et depuis c'est vraiment une excellente période pour lui. 13 buts inscrits, 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Si on ramène ça à son temps de jeu, en 26 apparitions, c'est 1426 minutes jouées. C'est donc un joueur qui a été décisif toutes les 90 minutes, pas mal pour quelqu'un qui change de continent, qui découvre un nouveau contexte et qui surtout réussit ses premiers pas en Coupe d'Europe. Hamza Higaman, c'est 4 buts en Europa League, ce qui est quand même un joli bilan je trouve. Le style de jeu d'ailleurs, quand on voit Higaman, c'est forcément un numéro 9, quelqu'un qui peut jouer de temps en temps côté gauche pour rentrer sur son bon pied et enrouler des frappes, mais vraiment c'est dans l'axe où il est le meilleur. C'est un attaquant d'1m80, c'est pas le plus grand, le plus élancé, et pourtant je le trouve très costaud, très fort sur ses appuis. Vraiment il résiste bien au duel, c'est parfait pour le championnat écossais d'ailleurs au passage. Et c'est un joueur qui a aussi une certaine qualité technique, on peut voir que sur les transmissions il aime bien faire des extérieurs. C'est un joueur qui s'en sort plutôt bien dans les petits périmètres et qui a surtout cette fameuse faculté à frapper d'un petit peu n'importe où, ce qui en fait du coup une véritable révélation en Écosse, et un joueur qui fait parler de lui, bien sûr vous en doutez, au niveau des transferts. On a parlé d'ailleurs de l'Olympique de Marseille cet hiver pour remplacer Eli Wahi. Higaman, il est pour l'instant encore aux Rangers, c'est un club qui a quand même besoin d'argent, donc pourquoi pas imaginer un transfert assez vite. Personnellement je pense que le mieux pour lui et pour son club, c'est qu'il reste encore jusqu'à la fin de saison pour s'épaissir, pour continuer à grandir. Ça parle évidemment aussi d'un intérêt de club de première ligue, vous en doutez, mais quoi qu'il arrive, Higaman ça m'intrigue beaucoup, aussi pour la sélection marocaine. C'est un joueur qui forcément peut faire partie des plans de Walid Regragui pour l'avenir. Il n'a pas encore été convoqué en équipe A avec les Lions de l'Atlas, ça devrait arriver normalement en mars pour la prochaine trêve internationale. Pourquoi pas avoir le nouveau 9 référent du Maroc avec Higaman. J'ai hâte de voir la suite de la carrière de cet attaquant parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui me font dire que normalement, il devrait réussir à s'imposer plus haut qu'aux Rangers. Pour l'espoir suivant, on va rester sur un joueur marocain avec Adam Aznou. Lui, contrairement à Hamza Higaman, il a déjà connu la sélection marocaine et petite particularité, il a été convoqué et il a joué avec l'équipe A du Maroc avant même de jouer ses premières minutes avec le Bayern en pro. On se dit qu'il y a quelque chose qui se passe pour lui, même si on peut deviner que pour le Maroc, peut-être qu'il y avait un besoin à ce poste de latéral, puisque Adam Aznou est un latéral gauche qui est également passé par la Masia au FC Barcelone, qui a fait ses premières minutes là en Bundesliga, également en Ligue des Champions, mais c'est vraiment le joueur qui est très intriguant, peut jouer un petit peu partout dans le couloir gauche, latéral, pourquoi pas milieu et même ailier, ça lui est arrivé en Youth League, mais vous en doutez, c'est quelqu'un qui a été à une très très bonne école de football, qualité technique irréprochable, dépassement de fonction, quelqu'un qui adore centrer, qui adore répéter les efforts. J'insiste sur cette polyvalence vraiment parce que c'est un joueur qui a même joué en numéro 6 en étudiant son cas en équipe de jeunes du Bayern, donc vraiment un profil voilà, qui peut rappeler forcément Joshua Kimmich qui a joué un petit peu partout avec l'équipe bavaroise, mais pour Adam Aznou on est plutôt sur un ailier de formation qui a reculé au fur et à mesure, et si aujourd'hui il devrait avoir sa chance avec le Bayern, c'est plutôt en tant que latéral. Adam Aznou compte déjà 3 sélections avec le Maroc, Vincent Kompany en dit énormément de bien, il lui demande peut-être d'être un petit peu patient parce que forcément il y a certains noms à son poste comme Rafael Guerreiro ou Alphonso Davies. On compte sur lui en Bavière, on a prolongé
prolongé son contrat jusqu'en 2027, ça date de l'été dernier, donc on se dit qu'avec Adam Aznou, on part sur 3 ans pour voir jusqu'où le joueur peut se développer. Il n'a que 18 ans, pourquoi pas le voir un peu plus saisir d'opportunités avec le Bayern, et surtout se faire un nom avec le Maroc avant la CAN à domicile. D'ailleurs, ce sera un événement super intéressant à suivre. Quand on parle de jeunes joueurs, il y a souvent un mot qui revient à l'esprit pour définir ce qui peut lui permettre d'éclore plus rapidement que les autres, c'est la personnalité, c'est le fait de ne pas être inhibé en match et de montrer tout son talent. Et c'est vrai qu'avec les premières apparitions de Robinho Vaz en Ligue 1 et en Coupe de France avec l'Olympique de Marseille, on est super attentif sur la possible suite de la carrière de ce tout jeune joueur, le petit Robinho Vaz. Je dis petit alors qu'il fait 1m85, qu'il est plus grand que moi, mais c'est vrai que voir un 2007 arriver comme ça en Ligue 1, ça étonne encore plus à l'Olympique de Marseille, qui est un club qui n'a pas forcément la réputation depuis pas mal de temps. Bon, il y a évidemment Samir Nasri, Maxime Lopez, Bouba Camara, mais c'est vrai que les jeunes joueurs ont souvent du mal à éclore au sein de l'OM, qu'ils soient formés. D'ailleurs, on a eu l'exemple d'Enzo Sternal qui a quitté l'OM pour Anderlecht, ou même post-formé, parce que Robinho Vaz n'est pas tout à fait un Marseillais pur produit. Il est passé par Mantes-la-Jolie, là où il est né, avant de se faire repérer par Sochaux, excellent club formateur au passage. On espère que Lyonceau reviendront vite dans l'élite. Mais voilà, avec Robinho Vaz, on a été un petit peu dans l'attente. Que vaut ce jeune joueur? Qu'en attend de Roberto De Zerbi? Et c'est vrai que sur ses premières apparitions avec l'OM, notamment cette fameuse entrée en jeu contre Strasbourg, on a vu quelqu'un apporter énormément de panache, cette entrée en jeu à la mi-temps à la place de Neil Maupay, ne pas hésiter à faire les bonnes courses, à se projeter. Il a même obtenu un penalty, il aurait presque pu être le héros de la rencontre. Peut-être que vous allez me dire que c'est de la culture de l'instant par rapport à l'histoire de l'OM récente sur les jeunes joueurs et le fait qu'un Robinho Vaz réussisse à convaincre un Roberto De Zerbi de le lancer. Je me dis qu'il y a tout à faire avec lui. Au passage, Mehdi Benatia, on a dit le plus grand bien en interview. On sait qu'à l'OM, on a fondé une sorte de groupe élite de jeunes joueurs pour 8 profils dont fait partie Robinho Vaz afin de les accompagner au mieux vers le haut niveau. On sait qu'en plus avec la pression populaire, le Vélodrome c'est jamais évident, mais on sent qu'avec Robinho Vaz, on tient peut-être un truc enfin à Marseille, et je suis vraiment curieux de voir comment De Zerbi va utiliser sur cette deuxième partie de saison, s'il pourrait être déjà être la doublure de Neil Maupay maintenant que Elouaï s'est envolé vers Francfort. Ce serait juste dingue pour un tout jeune attaquant de 17 ans. Pour l'élément suivant, on reste en Ligue 1, on va se diriger vers l'AS Saint-Etienne, un club où il y a beaucoup de profils intéressants chez les jeunes, comme Benjamin Bouchouari, également Mathis Amougou, qu'on annonce pourquoi pas du côté de Chelsea, et bien sûr Lucas Tassin, le joueur dont j'ai envie de vous parler. C'est vrai que sous Eric Horneland, c'est une équipe qui est en train de prendre une belle petite dimension, on a envie de se poser devant les matchs de la SSE, et avec ce coach-là, je suis persuadé que Lucas Tassin va pouvoir continuer à grandir et nous montrer de bonnes choses, parce qu'il est arrivé avec une certaine étiquette, le transfert d'ailleurs le plus cher de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, 10 millions d'euros, c'est pas rien, encore plus pour un promu, et surtout c'est quelqu'un qui n'a pas forcément marqué les esprits d'entrée. C'est vrai que sous Dalloglio c'était compliqué, il n'en est pas moins qu'il a inscrit 2 buts, délivré 5 passes décisives en 15 apparitions, et surtout c'est un profil d'attaquant qui me plaît beaucoup. C'est un joueur qui est extrêmement généreux dans l'effort, qui est remuant, qui en demande beaucoup, et puis ses buts, justement si on parle de la réalisation contre Reims, on a pu noter ce petit piqué, la marque des mecs à l'aise, ceux qui ne paniquent pas dans la surface parce que vraiment le but était parfaitement exécuté. Qui est Stassin? C'est un attaquant belge qui est passé par la formation d'Anderlecht. Vous avez entendu de la fameuse vidéo, on y a un micro quand il joue en match de jeunes avec Anderlecht, tu me connais à fou, tout ça. Le tournant s'effectue à l'été 2023, il part pour Westerlo, 1 million d'euros, et du coup c'est là-bas vraiment où il va se faire un beau petit nom, être une révélation même du championnat belge, 11 buts inscrits en 32 apparitions, 6 passes décisives, et surtout on se dit que dans ce secteur des numéros 9, un marché où les profils valent cher, et ça peut vraiment faire grimper la cote, même si tu n'as pas les stats à la Messi 2012, Stassin forcément tape dans l'œil de beaucoup de clubs, et c'est donc la SSE qui le récupère, le jackpot au passage pour Westerlo, mais même s'il y a beaucoup d'attentes, peut-être un petit peu de critiques par rapport au début de Stassin à la SSE, moi je vous dis, restez dans le train, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cet attaquant, et qui va bien sûr nous montrer l'étendue de son talent sur les semaines et les mois à venir. On reste en Belgique, et même précisément à Westerlo pour le profil suivant, avec Lukas Vuskovic, ce jeune défenseur croate, seulement 17 ans, génération 2007 aussi, et là pareil, je pense qu'on est sur un sacré phénomène de précocité. Il a été acheté par Tottenham l'été dernier pour 11 millions d'euros à son club formateur, la Juke Split, et vraiment on parlait de lui devant beaucoup de médias. Souvenez-vous, un intérêt aussi du Paris Saint-Germain, c'est finalement les Spurs qui ont récupéré le gros lot. D'ailleurs on va essayer de remonter le moral aux supporters Tottenham, on sait que c'est compliqué en ce moment, encore plus en défense. C'est un profil extrêmement complet, un colosse de plus d'1m90, très bon dans le domaine aérien, bonne lecture, bonne anticipation, quelqu'un qui n'a évidemment pas peur d'aller au duel, et puis surtout ce qui étonne c'est son apport dans le domaine offensif. Il a inscrit déjà 6 buts en championnat, dont un sublime retourné ciseau, je pense que je vous l'avais partagé à l'époque sur Twitter, et forcément ça m'avait intrigué, parce que quand tu réussis ce genre de geste en tant que défenseur, ça veut dire que tu caches un passé récent d'attaquant. Ça avait été le cas, Vuskovic était un profil plutôt offensif avant de reculer quand il était plus jeune du côté de Split. Avec ses 6 buts, il est dans le top
top 15 des meilleurs buteurs du championnat belge, donc c'est pas rien pour un défenseur central, encore plus un jeune joueur. Cette maturité à seulement 17 ans, elle se ressent aussi dans la responsabilité. Il a débuté 100% des rencontres de son club belge, il a joué quasiment l'intégralité des rencontres. C'est quand même fort à cet âge-là d'aussi bien enchaîner. En défense, il montre beaucoup de signes de calme, de sérénité. Donc on peut très clairement imaginer qu'il se fasse une place rapidement à Tottenham. Pourquoi pas numéro 3 derrière Romero et Van de Ven quand ils reviendront de blessure. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment un profil sur lequel et les Spurs et la Croatie comptent. C'est déjà un international espoir croate, mais on peut estimer que sur cette année 2025, il aura sans doute assez vite sa première convocation et ses premières apparitions avec l'équipe A. Le championnat belge, vraiment depuis pas mal d'années, c'est une pépinière à talent, et avec Genk, on tient un club qui a beaucoup de jeunes joueurs d'avenir. On parle beaucoup de Mike Penders, le gardien acheté par Chelsea, qui est prêté d'ailleurs à son club formateur cette saison, mais moi celui qui m'intéresse le plus, c'est Konstantinos Karetsas. Pareil, 2007, cette génération, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, avec Yamal, Vuskovic, Mora, et donc maintenant Karetsas. C'est quelqu'un qui hésite encore entre la sélection belge et la sélection grecque pour son avenir. On verra à lui le choix final, on vous laisse décider en son âme et conscience, mais bien sûr quand on parle de Genk, on pense forcément à Kevin De Bruyne qui a été formé dans ce club, et c'est vrai qu'avec Karetsas on a peut-être l'héritier de De Bruyne, en tout cas je le souhaite, surtout pour lui, parce qu'évidemment ça voudrait dire qu'il fait une excellente carrière, et quand on regarde son profil, on se dit que bon on a affaire surtout à un petit joueur de périmètre, mais non, c'est quelqu'un qui a aussi une très bonne frappe de balle, je trouve. C'est vrai que c'est assez saisissant pour son âge, pour peut-être aussi son manque d'épaisseur physique, mais on est sur un joueur qui est en train de grandir petit à petit. Faut pas brûler les étapes, parce qu'évidemment vous savez comment ça se passe, voilà, on s'enflamme, on est en train de le mettre peut-être assez haut. C'est vrai que moi-même j'ai parlé d'héritier de De Bruyne, mais bon, je m'appuie sur ce que disent les spécialistes et la presse belge, et il faut juste maintenant le laisser se développer, et je suis persuadé qu'il pourrait accomplir de très grandes choses. Désormais, c'est un championnat qu'on n'a pas encore évoqué, et bien sûr, lui aussi, il fait partie de ces divisions, de ces ligues. On voit beaucoup de jeunes joueurs exploser et s'exporter dans le top 5 européen. C'est bien sûr l'Eredivisie, les Pays-Bas, et moi j'ai choisi de vous faire un focus sur Anthony Milambo, ce milieu offensif de Feyenoord. C'est quelqu'un qui m'a énormément tapé dans l'œil sur les matchs de Ligue des Champions. Je vous invite juste à voir une action. C'est contre Benfica, où il réussit un enchaînement au petit pont sur Nicolas Otamendi et une frappe sèche à ras de terre. C'est juste parfait. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut. Dans le profil, on parle donc d'un milieu offensif, quelqu'un qui peut alterner parfois côté gauche, côté droit. Si vous voulez une comparaison, j'en ai pas beaucoup fait depuis le début, vous pouvez prendre exemple sur Morgan Rogers. J'ai l'impression de voir aussi ce genre de joueur un peu hybride, capable d'être deuxième attaquant, neuf ennemi, d'accompagner finalement le numéro 9 et aussi d'être en soutien de ses ailiers. Et vraiment, Anthony Milambo, c'est un profil assez explosif, très dynamique, quelqu'un qui n'hésite pas à prendre sa chance, à avoir les clés du camion, sans être un véritable 10. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de 10 à l'ancienne, voilà, les Zidane, Eric Elmé et Totti, c'est des joueurs qui ont beaucoup évolué, je trouve, et là avec Anthony Milambo, on a cette combinaison de justesse technique, je trouve, mais aussi voilà de monstre athlétique, on peut le définir comme ça, pour le milieu offensif de 19 ans. Au niveau de la sélection, originaire du Congo, mais il porte plutôt les couleurs néerlandaises en équipe de jeunes, il est déjà apparu avec les espoirs. On pourrait pourquoi pas imaginer une apparition assez vite en A, même si bien sûr il y a la concurrence à son poste comme Xavi Simons. Une chose est sûre, Milambo n'a pas encore été trop annoncé sur les tablettes de gros clubs européens, ça m'étonne un petit peu, mais pourquoi pas voir un transfert arriver assez vite, parce que encore une fois, je trouve que c'est un profil qui est assez rare, qui est pas forcément facile à impliquer, parce que voilà, c'est un profil assez unique, mais je me dis qu'il pourrait faire le bonheur de pas mal de clubs, et évidemment, je pense à la Première Ligue, à des clubs qui pourraient, pourquoi pas, miser sur lui dans un avenir proche. Pour la suite de notre tour d'horizon des jeunes joueurs, je me dirige vers l'Italie avec une équipe dont je vous ai parlé dans Hors-jeu à suivre attentivement en 2025. C'est bien sûr Como, entraîné par Cesc Fabregas, qui vient d'enregistrer d'ailleurs la signature de Dele Alli. Mais le profil qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr Nico Paz, jeune milieu offensif argentin, qui est déjà impliqué sur 8 buts en 19 matchs de Serie A et qui a un profil vraiment séduisant. Je vous invite à le suivre de près parce qu'il y a tout. Il y a tout pour moi chez Nico Paz. Il y a à la fois la justesse technique, il y a la prise de responsabilité, il y a le fait d'être décisif, et surtout c'est un joueur qui a encore une belle marge de progression, donc je me dis qu'à 20 ans on a tout ce qu'il faut pour Nico Paz afin d'arriver dans la cour des grands, voire des très grands. Né en Espagne et formé au Real, il porte les couleurs de l'Argentine au niveau des sélections. Il a d'ailleurs déjà eu une apparition avec les A de l'Albi Céleste, mais au Real, voilà, on a très vite décelé au sein de la Castilla, de la formation madrilène, un vrai talent. Il a été
acheté par Com avec une clause de rachat. Le Real aime bien faire ça, vous le savez, avec notamment Dani Carvajal. Com a acheté Nico Paz pour 6 millions d'euros. La clause de rachat est vraiment assez faible, je crois que c'est inférieur à 10 millions d'euros. Du coup, le club madrilène garde un œil attentif au développement et aux performances de ce jeune joueur, même si on imagine qu'actuellement c'est un petit peu barré au Real parce qu'il y a aussi du Brahim Diaz, du Güler, sans parler des 4 fantastiques devant. Ce qui n'empêche pas les autres gros clubs de s'intéresser à lui. Il y a notamment l'Inter qui est très très intéressé, qui a envoyé ses scouts l'observer à plusieurs reprises, donc pourquoi pas rester en Serie A. Mais même si c'est très intéressant, bien sûr, d'être observé par de gros clubs européens et d'être dans le giron, encore une fois, de son club formateur, je pense qu'avec Nico Paz, il faut prendre son temps. Vous savez, on parle souvent de trajectoire pour les jeunes joueurs. Il y en a qui peuvent aller très haut, très vite, mais pour certains, il faut passer par des étapes. Je pense personnellement que Nico Paz doit encore s'acclimater un petit peu au monde professionnel, enchaîner les matchs. En plus, récemment, il a une grosse blessure sur un tacle de Samuel Gigot lors d'un com Lazio. Mais je suis persuadé que si on laisse du temps, si on est patient avec lui, il peut tout à fait correspondre au projet d'une grosse écurie européenne. Pour terminer ce panorama des joueurs qui m'intriguent en 2025, je voulais dire un mot sur la formation d'Arsenal qui a eu beaucoup de bons joueurs révélés. On pense évidemment à Bukayo Saka, on a aussi Emile Smith-Rowe, dans une moindre mesure Reiss Nelson ou encore Joe Willock. Mais là, on est en train de tenir un duo assez fou avec Miles Lewis-Kelly et Ethan Nwaneri. Le premier cité, c'est un milieu défensif de formation, mais qui a plutôt joué en tant que latéral gauche sur ses premières apparitions avec Arsenal, avec notamment les blessures de Ricardo Calafiori. Et personnellement, je suis assez bluffé. J'ai le souvenir d'une interview de Gaël Clichy chez Zach Nani, Zach en roue libre, et au milieu de ses louanges pour Warren Zaïre-Emery, Gaël Clichy disait quelque chose. C'est pas forcément le jeune joueur qui fait le plus de choses impressionnantes, qui va casser la baraque, mais tout ce qu'il entreprend, il le fait avec une certaine justesse. Et ça, pour moi, c'est un mot-clé. Pareil, tout à l'heure, j'ai parlé de personnalité. C'est la justesse pour un jeune joueur. Réussir à arriver dans le monde pro et être très propre, ne pas faire beaucoup d'erreurs, avoir très peu de déchets techniques, c'est aussi une des clés, je pense, pour se faire un nom et percer dans ce milieu qui est rude. Et je pense qu'avec Miles Lewis-Kelly, on a ça. Sur ce que j'ai vu de lui avec Arsenal, j'ai l'impression qu'il perd très peu de ballons. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'entreprend pas. Il fait beaucoup de passes progressives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est à l'origine d'initiative. Il ne va pas être juste là en tant que latéral gauche à combler, à surveiller son vis-à-vis. Et d'ailleurs, même en tant que défenseur, je trouve que pour un milieu de formation, il s'en sort très bien. Et moi, je suis vraiment bluffé parce qu'il arrive à faire en première ligue, en Ligue des Champions, de compétition où l'exigence elle est maximale, encore plus pour un jeune qui sort de l'académie. Mais c'est vrai qu'avec lui, on sent qu'on tient peut-être pas le joueur dont on parlera le plus au niveau des highlights, mais par contre je suis sûr qu'il va faire une très belle carrière parce qu'à 18 ans, il est en train de remplir toutes les conditions pour être un élément très fiable de l'équipe de Mikel Arteta. On l'a moins vu à l'œuvre que son coéquipier Miles Lewis-Kelly, mais je vous recommande aussi de surveiller attentivement Ethan Nwaneri 2007, donc la fameuse génération dorée. Et lui, pour le coup, il a déjà marqué 2 buts en première ligue. Il y a pas mal de rotations, il y a des joueurs blessés dans l'attaque d'Arsenal. Et je suis persuadé qu'en 2025, il va continuer à prendre ses miettes, à engranger de l'expérience et être un joueur capable finalement de s'imposer dans la rotation d'Arsenal. Je pense pas qu'il parte pour être titulaire, bien sûr, sur les mois à venir. Mais j'ai l'intime conviction, par contre, qu'Arsenal pourrait ne pas le prêter et vraiment le responsabiliser de plus en plus en équipe première. En tout cas, 2025 s'annonce une année clé pour lui qui aura 18 ans dans quelques semaines. Mais par contre, vraiment sur ce qu'il est en train de montrer à chaque apparition, Ethan Nwaneri, vraiment, il faut le mettre dans un coin de la tête. C'est un joueur d'avenir et pour Arsenal et pour la sélection anglaise. Et pour finir par la formation anglaise, on va juste dire un mot sur Southampton, une équipe évidemment malade qui passe totalement à côté de sa remontée en première ligue. Mais vous savez, souvent au milieu de marasme, de bourbier, il y a des joueurs qui réussissent à se révéler. Et avec Tyler Dimling, je suis persuadé qu'on tient quelque chose. Ailier droit, 18 ans, gros dribbleur, vraiment toutes les caractéristiques du joueur un petit peu frisson. Et surtout qui a montré qu'il était prêt pour la première ligue. C'est ça qui est pertinent, c'est que même si Southampton va terminer bon dernier, on s'en doute, lui par contre c'est sûr et certain qu'il va rester en première ligue. On a d'ailleurs parlé d'un intérêt de Liverpool et on sait que Liverpool se trompe assez rarement sur ses recrues, sur les profils ciblés. Donc Tyler Dimling, je me dis que pour la saison peut-être 2025-2026, ça pourrait être vraiment le transfert qui le ferait grandir et passer à l'étape supérieure. Là il se ferait un nom encore plus conséquent parce que c'est vrai que se poser devant les matchs de Southampton, c'est pas une habitude qu'on prend, mais avec Tyler Dimling, je vous assure, on tient aussi là un profil très costaud pour la première ligue et pour l'avenir du football anglais. J'espère que ce focus sur 10 jeunes joueurs et même un petit peu plus à suivre en 2025 vous a plu. Merci à Mathis qui m'a aidé à préparer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner pour me soutenir, ça régale. Et puis on est toujours présent en podcast sur Formation FC et les débriefs de Scipion. C'est sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous savez où me retrouver. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres contenus foot.